Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour cette édition spéciale. Nous avons choisi d'installer nos caméras sur l'un des plus beaux sites de notre région, la maison du parc naturel régional à Saint-Brisson, au cœur du Morvan. Le Morvan réputé pour ses paysages majestueux, ses lacs, ses forêts à perte de vue, un véritable havre de paix qui séduit instantanément le voyageur de passage. Mais en dehors de la saison estivale, ce sont les habitants de ce territoire qui font battre le cœur de cette région hors du temps. Dans ce journal, rencontre avec ces hommes et ces femmes qui ont un point commun, le désir de préserver coûte que coûte ce poumon vert. Voilà pour les titres. Merci de votre présence. Le Morvan, aux confins de nos 4 départements. Ce territoire, il s'étend et compte aujourd'hui 133 communes, 68 000 habitants. Comment vit-on dans ce petit coin de Morvan ? Parole d'habitants. C'est le fait que ce soit un parc naturel régional. Il y a des grands espaces verts et moi c'est un peu ce que je cherchais dernièrement. La campagne tout simplement, la verdure, il y a des beaux paysages et on est bien. Avantage et pas des moindres, c'est qu'on peut se loger pour pas cher comparé au reste de la France, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis parmi les inconvénients, je dirais tout ce qui est médecine. Les gamins s'en vont, de toute façon. Moi, personnellement, j'ai 2 gamins. Un gamin et une gamine. Il y en a une qui est à Paris, l'autre qui est en Allemagne. Et puis voilà, l'affaire est classée. C'est vrai qu'on est loin de tout. On est à 1 heure de Nevers, 1 heure du Creusot. L'hiver, quelquefois, c'est un peu ennuyeux. Il y a de la restauration agréable. On est très bien dans le Morvan. Voilà, des richesses et des contraintes, c'est le Morvan vu par ses habitants. Bonsoir Sylvain Mathieu, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de ce parc. Vivre dans le Morvan, c'est un véritable choix de vie. Tout à fait, bonsoir à vous, merci d'avoir choisi la maison du parc pour cette édition. Parlez-nous de ce Morvan que vous aimez tant, que vous connaissez bien. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps, puisqu'effectivement j'y suis né, j'ai toujours été très attaché, j'ai toujours souhaité y vivre, parce que j'ai toujours considéré que c'était le plus bel endroit sur Terre, tout simplement. Même quand il y a des contraintes. Même avec quelques contraintes, ça n'empêche. Est-ce que vous avez un petit coin de Morvan qui vous plaît, un petit coin secret ? Alors un petit coin secret, oui, tout à fait, j'en ai un. C'est mon jardin secret, c'est sur la commune d'Arleuf, en dessous du hameau des Pâquelins, en dessous de la ferme de mes grands-parents, où je suis né, j'ai grandi. Et c'est un vallon boisé avec des rochers, une rivière, une cascade, et où j'allais jouer avec mes cousins étant enfant. Et c'est là où est venu mon profond amour pour la nature et la forêt. On dit toujours que ici dans le Morvan, on a su préserver une identité, une authenticité. Il y a une fierté morvandaise ? Ah oui, complètement. Moi, il se trouve que je suis né dans une famille qui m'a fait voir le Morvan comme le plus bel endroit sur Terre et qui m'a transmis justement cette culture morvandaise. À la fois la langue, le patois morvandio, mais aussi la musique traditionnelle, la danse traditionnelle et tout ça. Oui, on en est fiers, on aime ça parce que c'est notre identité tout simplement. Et on va en parler tout au long de cette édition. L'un des points forts du Morvan, c'est évidemment le tourisme, une terre d'évasion entre Paris et Lyon où il fait bon, on passait des vacances. Certains viennent se ressourcer, d'autres sont en quête de sensations. Et parmi les activités très surprenantes, il y a le rafting. Alexandre Lenaour, Guillaume Robin. On se croirait presque dans les eaux vives du Canada ou d'Amérique du Sud. C'est pourtant bien au cœur du Morvan que se sont embarqués ces 4 amis venus de Seine-et-Marne. Une mise au vert sans ménagement pour profiter des premières descentes en rafting de la saison. Ça va. J'aime bien les sensations, on s'amuse bien, c'est génial. Là, il y a une bonne équipe, là, on s'amuse, on est un peu physique, et on est mouillé, c'est ça qui est important. Allez, tous en avant! Mais attention, derrière, c'est Nicolas qui donne de la voix. 2 règles d'or, ne jamais lâcher sa pagaie et toujours écouter le moniteur guide. Fort de ses 15 années d'expérience, Nicolas Gutiérrez mène aujourd'hui son groupe sur les eaux de la Cure et ses 3 km de descente. Cette rivière de la Cure, elle est régulée par le barrage du lac des Sétons et ça nous permet de pouvoir naviguer. Donc là, aujourd'hui, on a de l'eau entre 9h et 18h et sans ça, on ne pourrait pas naviguer. Là, on a à peu près 6 mètres cubes d'eau par seconde et quand ils coupent les vannes, il reste juste un minimum pour l'écosystème qui est de 300 litres seconde à peu près. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment une chance.
Et toute cette eau, en fait, elle part à Paris. Et elle sert énormément à réguler le niveau de la Seine à Paris. Et on continue, il y a un deuxième passage, tous en avant. Dernier arrêt, le saut de Goulou, ultimes efforts pour remonter le courant et la dernière cascade du parcours. De quoi forcément terminer l'expédition quelque peu trempée, mais l'équipe du jour n'a pas hésité à mouiller le maillot de bain. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mon ami m'en a parlé, j'en avais jamais entendu parler de rafting. Ça vaut le déplacement, on vient de loin, du 77. Donc on se retrouve ici au Morvan, c'est agréable, en plus le cadre. Donc ouais, c'est cool. Ouais, merci. C'était physique. Ça me donnait envie de revenir avec ma famille, mes neveux, et voilà, pour partager un moment ensemble. Alors avis aux plus téméraires, à partir de 7 ans, les rivières de la Cure et du Chalot n'attendent que vous. Température de l'eau actuellement affichée 13 degrés, mais rassurez-vous, vous n'aurez pas vraiment le temps d'attraper froid. Voilà pour cette balade tonique et rafraîchissante. Bonsoir Théo Catrinet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Le rafting sur les eaux de la Cure, vous avez déjà testé? Sur le Chalot, c'était très bien. C'est sympa. Vous êtes le co-gérant d'un camping Les Mésanges à Montsoche-les-Sétons. Combien de visiteurs vous avez eu l'an dernier dans votre établissement? Un peu plus de 5000, qui restent en moyenne 3 nuits généralement. Comment ça se passe depuis plusieurs années? Il y a une fréquentation en hausse dans le Morvan? Et chez vous? Oui, tout à fait. Après, c'est dépendant des années. L'année dernière, on a une année plutôt pluvieuse et du coup, c'est une année qui est un petit peu moins bien. Forcément, on est dans un endroit où c'est la nature qui prime et du coup, la météo joue beaucoup. Est-ce qu'il y a une tendance qui a un petit peu changé ces dernières années, avec la crise sanitaire par exemple? Bon, on a l'impression que ça a un peu augmenté. On a peut-être des gens qui n'avaient pas l'habitude de partir en France, de rester en France en tout cas, qui peut-être viennent plus chez nous. Ouais. Comment vous expliquez, vous, justement, ce regain d'intérêt pour le Morvan? C'est dur à dire. C'est un retour au vert? C'est parce que c'est moins cher? Je ne saurais pas dire. Vous travaillez au quotidien dans le secteur du tourisme. J'imagine qu'il y a encore des choses qui manquent pour que votre activité soit sereine dans le Morvan? Ouais, nous, ce qu'on trouve qui manque, c'est qu'on a une région magnifique et ce qui est dommage, c'est qu'il faut avoir un véhicule pour venir en profiter. Et du coup, on est dans une zone blanche en termes de transport en commun. Il n'y a aucune ligne qui traverse le Morvan et du coup c'est dommage, il y a des gens qui pourraient venir profiter de ce que le Morvan a à offrir et qui ne peuvent pas pour l'instant. Des gens qui sont peut-être un peu déçus parfois, mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher vos clients? Je crois que vous avez d'ailleurs des gens à la fois des Français, à la fois des étrangers. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Oui, tout à fait. Ils viennent chercher le calme, ils viennent chercher le vert, la nature, voilà, la tranquillité, les randonnées. Des activités extérieures aussi. Et donc une clientèle à la fois locale, à la fois étrangère? Oui, à peu près moitié-moitié sur l'année, je dirais, et avec des Néerlandais, des Belges, des Allemands, des gens du Royaume-Uni aussi, des Suisses. Théo, faut-il développer, d'après vous, un tourisme plus varié et sur une plus longue partie de l'année? Je ne saurais pas dire, peut-être. En tout cas, nous, ce n'est pas le créneau qu'on a. En camping, forcément, c'est très dépendant des saisons. Et puis, on a très très peu d'hébergement, donc je ne me rends pas compte. Peut-être, mais pour l'instant, c'est compliqué, je dirais. Comment ça se passe pour vous, du coup? Vous avez votre saison estivale et le reste de l'année, qu'est-ce que vous faites? On prépare la saison. Ça veut dire quoi, préparer la saison? On fait des travaux sur le camping. On fait beaucoup de choses nous-mêmes, que ce soit l'administratif, l'informatique, la plomberie. Les hébergements qu'on a fait, on les a en partie autoconstruits. Du coup, on a beaucoup de choses à faire. Alors vous n'êtes pas bourguignon, vous venez d'à côté, pas très loin. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous séduit aujourd'hui? C'est le hasard qui a fait que je me retrouve là, mais ça fait que je m'y sens bien. L'environnement de travail est chouette et puis la vie est plutôt facile ici. Vous avez un petit coin coup de cœur? Ouais, moi j'aime beaucoup les gorges de la Canche dans le sud-ouest du Morvan pour se balader, c'est vraiment super, c'est très joli, il y a des petites cascades. Voilà, petite balade très sympa. C'est de la randonnée, votre truc, c'est ça? Ouais, c'est pas mal. Merci beaucoup. Pour attirer les touristes, il y a eu, et je pense que vous êtes au courant, un grand projet. C'était une grande tour qui devait être construite au-dessus, au sommet de la Bourgogne, sur le Haut-Folin. Beaucoup d'opposants, beaucoup de polémiques. Le projet a fait couler beaucoup d'encre avant d'être finalement abandonné. Vincent Tollet et Rodolphe Augier sont retournés sur place pour savoir si, avec le temps, les uns et les autres avaient changé leur position. Regardez. Là, vous êtes au sommet du Haut-Folin. Dans ce coin-là, il devait y avoir le belvédère. Dès le début, j'ai dit ça ne peut pas ranger. Michel Ray a été l'un des principaux opposants au projet de tour sur le Haut-Folin. Ce qu'il voit aujourd'hui ne fait que confirmer sa conviction de l'époque. Des centaines d'hectares de bois ont été coupés ces dernières années sur le massif. En cause, le scolite, un insecte ravageur. Regardez, moi si je viens touriste, je vois ça.
Je me dis, ben non, le Morvan, chapeau, ils l'ont bousillé, quoi. Et le chemin des cimes, là, ben, il n'y a plus de cimes. Voilà. Le chemin des cimes, c'était un belvédère haut de 45 mètres censé attirer les touristes. À l'époque, le projet est porté avec enthousiasme par les élus qui font le voyage en Allemagne pour visiter une installation équivalente. Au même moment, la contestation s'organise, plusieurs riverains redoutant les nuisances liées à l'affluence. Finalement, le coup de grâce viendra en 2017. Le promoteur privé abandonne par peur de ne pas atteindre le seuil des 120 000 visiteurs annuels. Aujourd'hui, au pied du Haut-Folin, la question divise encore. Il faut une activité, je comprends, mais il y a peut-être d'autres choses que de faire un gros belvédère. Voilà. Les Morvandiaux sont un peu souvent réticents sur des projets à long terme, mais je pense que là, on a besoin quand même d'avoir du tourisme qui fasse vivre un petit peu le Morvan. Selon l'un de ses anciens partisans, le concept ne peut être totalement enterré. Je pense qu'un projet comme le Haut-Folin pourrait peut-être à nouveau être travaillé, réfléchi, peut-être adapté, ajusté. Ce projet a déjà 10 ans, donc les choses bougent, évoluent. À un moment donné, toujours cette idée, effectivement, d'avoir un sommet d'où l'on voit à 360 degrés. C'est quand même ça le sujet sur le Haut-Folin. Si le belvédère version 2017 est derrière nous, le Haut-Folin fait toujours marcher l'imagination. Attention, voilà 5 ans, un chemin des cimes a été créé en Alsace. Faute d'affluence, il n'est toujours pas rentable. Ce projet du Haut-Folin, Sylvain Mathieu, on en est où? Il est définitivement enterré ou pas du tout? Ah, pas du tout, non, on n'a jamais renoncé à son développement, à son aménagement touristique, parce que le Haut-Folin, c'est pas n'importe quel site, c'est le sommet du Morvan, mais aussi de toute la Bourgogne. C'est un site emblématique et souvent les touristes qui arrivent là-haut sont déçus parce qu'en fait ils nous disent mais il n'y a rien à voir, il n'y a que des sapins, il n'y a qu'une forêt de sapins, parce qu'effectivement comme c'est un sommet qui est aplani, arrondi, on n'a pas de vue dégagée et c'était l'objectif il y a une dizaine d'années, donc quand nous avions envisagé de construire une tour en bois, tout simplement c'était de s'élever au-dessus de la cime des arbres pour avoir une vue extraordinaire à 360 degrés sur toute la Bourgogne du Sud. Donc il pourrait y avoir une nouvelle tour ou ça sera autre chose complètement différent? Plus maintenant, parce qu'en fait, alors c'est peut-être un mal pour un bien ce qui s'est passé, parce qu'en fait, entre-temps, la forêt d'épicéas qui recouvrait le sommet du Haut-Folin a malheureusement été victime d'une attaque de scolytes. Donc actuellement, il y a presque plus de forêt. Donc c'est une forêt qui a été replantée. Donc on va attendre un petit peu. Je ne sais pas, 10, 15, 20 ans s'il le faut, que la forêt repousse. Donc pour l'instant, la tour, on n'en parle plus. Par contre, la nécessité de construire un bâtiment, ce que j'appelle multifonction, qui est un bâtiment en dur, relié au réseau électrique, à l'eau. Avec des services, des restaurants. Avec un espace de restauration, un espace écomusée sur la forêt, toute l'histoire forestière du Morvan. Aussi une composante base de loisirs nature, par exemple, avec location de VTT en été, ski de fond en hiver. Mais ça, on a toujours ça en tête, on a ce projet-là en tête et on continue d'y travailler. C'est difficile d'implanter des activités, il y a beaucoup de réticences dans le Morvan. Alors oui et non, effectivement, on l'avait vu il y a quelques années avec ce projet de tour en bois au Haut-Folin, il y avait eu quelques oppositions qui s'étaient manifestées. Mais il y a eu aussi surtout beaucoup de soutien qui s'était manifesté et ça on l'a objectivé après coup. On avait lancé une enquête d'opinion et en fait les personnes qui estimaient que le Haut-Folin était très bien comme il est et qu'il ne faut rien y faire, c'était seulement 10%. Et ce qui veut dire que 90% des gens estimaient qu'il fallait faire quelque chose sur le Haut-Folin. Mais ce poumon vert, c'est une chance ou c'est un handicap? C'est une chance, indéniablement. Alors, si on veut attirer les habitants, parce qu'il y a quand même de moins en moins d'habitants dans la Nièvre, il faut quand même avoir des activités, des services, du travail. Tout à fait. Alors ça, c'est les moteurs de l'attractivité en général, effectivement. Et tous les élus se sont rendus compte au fil des années que finalement les moteurs de l'attractivité touristique étaient peu ou prou les mêmes que l'attractivité qu'on appelle résidentielle, c'est-à-dire pour attirer des habitants. Ce qu'il faut, c'est avant tout des services publics, notamment parmi eux les services de santé, pouvoir se soigner. C'est la base des services. Et actuellement, c'est probablement ce qui nous pose le plus problème. C'est la fameuse désertification médicale. Par contre, il y a des services publics qui, eux, se sont développés. C'est par exemple l'arrivée du très haut débit. Ça pouvait être un handicap il y a quelques années. Pour le télétravail. Pour le télétravail, parce que... Le parc gagne des habitants ? Le parc,
On ne gagne pas d'habitants, pas encore. On a l'impression que c'est en train de se stabiliser. Et ça, moi, donc, je suis élu président du parc depuis 8 ans. Et les 2 premières années où j'étais élu du parc, c'était avant le Covid. Mais déjà, dans ces années-là, je faisais le constat qu'il se passait quelque chose. Et le schéma type, souvent, c'est une famille, un couple d'une 30aine d'années qui a une bonne situation sur la région parisienne et qui a des enfants en bas âge. Et à un moment donné, il y a un déclic. Et on ne veut plus de cette vie-là, ni pour nous, ni pour nos enfants. On veut voir nos enfants grandir dans un cadre de vie agréable à la campagne. Un retour au vert. Voilà, on regarde en gros dans un rayon de 3 heures autour de Paris, on voit qu'il y a un truc qui s'appelle Parc naturel régional du Morvan, une petite montagne, c'est pas très loin. On vient voir, on tombe amoureux du coin, on se rend compte que l'immobilier est pas cher et voilà, c'est très souvent ce qui se passe. Merci beaucoup. Le Morvan, où je vous le disais tout à l'heure, les forêts s'étirent à perte de vue et où les hommes ont tissé un lien très particulier avec les arbres, car ici le bois est roi et depuis des siècles il est la principale ressource économique. De nombreux Morvandiaux tirent leurs revenus de cette précieuse matière première. Reportage signé Alexandre Lenaour, Guillaume Romain. Presque perché dans les nuages, culminant pour certains à plus de 40 mètres de hauteur. Dans ce groupement forestier de 540 hectares au cœur du Morvan, un arbre prédomine, le Douglas. Importé des États-Unis dans les années 60, cette essence de résineux grandit ici, en monoculture. Ici, on est sur un cloisonnement d'exploitation. C'est un endroit qui sert à faire passer les engins forestiers pour ne pas abîmer le sol dans la globalité. Lorsqu'on fait des éclaircies avec du matériel, ça permet aux engins de débardage de passer pour sortir le bois et le mettre bord de route. Tous les 5 à 7 ans, près de 15% du peuplement est abattu. Des éclaircies jugées nécessaires pour améliorer la qualité de ce dernier et de sa ressource qui servira de bois d'œuvre. Une intervention humaine qui permet aussi à d'autres essences, feuillues notamment, de trouver une place dans l'écosystème. Ça permet aux plus jolis arbres d'avoir plus de lumière et donc de profiter. Ça amène de la lumière au sol, ce qui permet également aussi, on voit toutes les essences feuillues tels que le hêtre, le charme, le merisier, le chêne, et aussi au Douglas de se régénérer et donc d'avoir de la diversité. Le terreau fertile du Morvan, couplé à la bonne résistance du Douglas aux épidémies, conduisent certains à le surnommer l'or vert du Morvan. En 20 ans, le prix du mètre cube de Douglas a plus que doublé. Alors si la monoculture est parfois pointée du doigt pour ses coupes rases et ses conséquences sur le paysage, cet exploitant se défend. Il ne s'agit que d'un stade éphémère. Au bout d'une dizaine d'années, vous voyez quasiment plus les stigmates d'une coupe définitive. Par contre, le stade de la monoculture, il se verra certes plus longtemps. Et c'est vrai que c'est davantage monotone qu'une forêt adulte, mais c'est en quelque sorte un peu l'adolescence de la forêt et un passage obligé pour avoir davantage de bois d'œuvre pour satisfaire les besoins des consommateurs. Dans le Morvan, le Douglas représente aujourd'hui à lui seul près d'un arbre sur 5, une proportion en constante augmentation et encore amenée à s'accroître dans les prochaines décennies. Et puis la nouvelle est tombée hier, le Morvan devient réserve internationale de ciel étoilé, un label qui récompense les territoires pour la qualité de leur ciel nocturne. 24 sites labellisés dans le monde, 7 en France. Ici dans le Morvan, de gros efforts ont été faits pour lutter contre la pollution lumineuse et pour préserver les animaux. Lucie Thierry avec Denis Coll. On s'est aperçu, nous, en inventoriant ça sur la région Bourgogne et Franche-Comté avec nos collègues, que c'est vrai que quand on commence à éclairer un clocher, la colonie de chauves-souris, elle n'aime pas du tout la lumière, donc elle va déménager, elle va s'en aller. Donc voilà, c'est des petits exemples comme ça qui montrent bien qu'on perturbe les espèces avec notre apport de lumière sur certains milieux. La migration des oiseaux nocturnes se fait avec les astres. Et c'est vrai que toute la pollution, tout l'éclairage qu'on met, ça va les perturber aussi. On a entendu la hulotte. Effectivement, il faut ressentir les choses, c'est super important. On entendait les stridulations des orthoptères, donc des sauterelles qui chantent, des criquets. Voilà, on entendait les sons, les odeurs aussi. Voilà, c'est tout ça effectivement qui fait que voilà, on s'approprie un petit peu ces choses-là, quoi. La balade s'achève au centre du village où l'éclairage public a été totalement rénové, les flux lumineux ajustés dirigés vers le sol et la température de la lumière réchauffée. Sur l'ensemble de la zone qu'on va labelliser, il y a plus de 900 points lumineux.
On est à un taux de 60% de lampadaires déjà rénovés. Donc on a un plan de marche dans les années qui viennent pour monter à 90 puis à 100% de rénovation des points lumineux. De la même manière, les rues sont plongées dans le noir entre 22h30 et 7h du matin. Ces horaires de début et fin de nuit, c'est là qu'il y a une grosse vie aussi, des espèces qui commencent à sortir pour aller chasser, pour aller se reproduire, etc. Donc il y a toute cette réflexion-là. On est en train de couper l'éclairage en plein milieu de la nuit, et ça c'est très bien, c'est super, mais il faudra aller plus loin. Et il faudra réapprendre à vivre avec la nuit, passer de la lumière à l'obscurité. Une vingtaine de sites dans le monde sont déjà reconnus réserves internationales de ciel étoilé. Et si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en direct depuis Saint-Brisson et ce parc naturel régional du Morvan. Bonsoir Nicolas Varanguin. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, le directeur adjoint de la Société naturelle d'Autun. D'abord, une réaction sur ce label. C'est une bonne nouvelle ou c'est un gadget ? C'est une bonne nouvelle dans la mesure où je pense que les actions de sensibilisation, parce que ça en est quand même une aussi à la base, sont super importantes justement pour l'appropriation par le grand public des enjeux de biodiversité. Donc non seulement c'est une action de sensibilisation importante, comprendre que ces problématiques de pollution lumineuse sont importantes pour la préservation de la biodiversité, puis en plus il y a des enjeux énergétiques derrière, donc je pense que c'est quand même important. Voilà. Cette biodiversité du Morvan, en quoi est-elle remarquable ? Alors le Morvan, il faut savoir que c'est un petit massif granitique au milieu de la Bourgogne calcaire, avec un étagement de l'altitude qui est assez large, donc c'est 120 mètres vers le Vézelien, jusqu'à 901 mètres au Folin, et des habitats en mosaïque qui sont très variés. Donc on a beaucoup de forêts, vous en avez parlé, des milieux bocagers, des petits villages qui sont un petit peu dispersés partout sur le territoire, et puis énormément de zones humides, donc des milieux humides intéressants du type tourbière, et un réseau hydrographique qui est très dense. Donc cet agencement d'altitude et de milieux très diversifiés font qu'on a une biodiversité qui est assez remarquable pour la Bourgogne et la Bourgogne-Franche-Comté. Avec des animaux, des espèces protégées ? Bien sûr, donc il faut savoir qu'on connaît environ 20 000 espèces en Bourgogne-Franche-Comté, donc à l'échelle de la région. Faune, flore, voilà. Donc le Morvan en abrite une bonne partie, je n'ai pas le chiffre exact. Et dans cette bonne partie, évidemment, on a plusieurs centaines d'espèces protégées. Donc les espèces protégées, ce sont des espèces qui sont souvent menacées, qui vont avoir une protection réglementaire qui permet justement d'essayer de les prendre en compte pour leur préservation. Quelles espèces par exemple ? Alors, des espèces typiquement qu'on peut citer, qui sont intéressantes parce que justement on a quand même quelques éléments positifs autour de celle-ci. La loutre d'Europe, donc la loutre d'Europe que tout le monde connaît, donc un mammifère aquatique qui a été protégé en 1972. Donc ça fait 50 ans, si je ne m'abuse. 50 ans de protection réglementaire, c'est une espèce qui a été chassée par le passé, notamment pour sa fourrure, qui a failli disparaître. Et au bout de 50 ans de protection réglementaire, on l'a vu réapparaître. Donc le Morvan a été un foyer, refuge pour l'espèce qui a recolonisé son territoire depuis. Le grand danger aujourd'hui, Nicolas, c'est le réchauffement climatique ? Alors, le réchauffement climatique est un grand danger, d'autant plus grand qu'en fait on a quand même très peu de prise dessus. Donc à l'échelle du parc, évidemment, il y a des actions qui sont faites. Mais malheureusement, ce sont des actions à beaucoup plus large échelle qu'il faudrait pouvoir opérer, donc à l'échelle nationale et internationale. Mais il y a beaucoup d'autres problématiques, des problématiques d'espèces exotiques envahissantes, donc des espèces qui sont plutôt indésirables que l'homme a introduit. Et puis évidemment des problématiques de destruction, de dégradation de milieux qui continuent à s'amplifier. J'ai une dernière question, est-ce que le tourisme c'est compatible avec la préservation ? Le tourisme peut être compatible, c'est aussi un moyen de sensibilisation avec certaines réserves. Donc voilà, on sait qu'on a certains sites sensibles qu'il va mieux valoir éviter en termes de fréquentation, d'aménagement, parce qu'on peut avoir des espèces qui vont être perturbées. Et au contraire, certains sites qui sont tout à fait propices à ce genre d'action et qui vont contribuer à la sensibilisation du public. Et en un mot, la même question qu'à tout le monde, votre petit coin de coup de cœur du Morvan ? Mon petit coin coup de cœur du Morvan, bonne question. Moi, je dirais, parce que je suis un peu du coin, la vallée de la Cure, en amont du Vézelien. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. C'est le début de cette saison touristique. On ne peut pas résister au plaisir de vous emmener dans le lieu incontournable du Morvan, le lac des Sétons. 400 000 visiteurs chaque été. Vous allez le voir, c'est à couper le souffle. Alice Bouton. Le lac des Sétons fait partie des 6 grands lacs du parc naturel. Nés de la main de l'homme au siècle dernier, ils ont été construits pour prévenir les inondations ou alimenter Paris en bois de flottage. Au fil des années, ils sont devenus des espaces de loisirs. Pour profiter de leur fraîcheur, à chacun son activité. Franchement, c'est joli comme tout.
Regarde-moi ça comme c'est bleu, c'est beau. Aux abords du lac de Saint-Aignan, les randonneurs s'imprègnent de son atmosphère authentique. Vous êtes un peu à contre-jour. Son nom, nous, on aime l'appeler le Petit Canada. Dû à ses bouleaux, dû à cette forêt un petit peu sauvage qu'on devine au bord du lac. On devine des feuillus, on devine des conifères, il y a un peu de tout. Mais c'est surtout ce côté sauvage qui donne un petit côté humide, comme le Canada, finalement. Véritable moteur écologique, le lac a favorisé l'installation d'une biodiversité La fleur est magnifique, tu peux me les montrer. très riche. Une fleur de cire, ce sont les anthères qui sont chargées de pollen. Et l'hibercante. Le cadre rêvé pour s'évader. Comment elle monte? Ça, c'est une chenille de Cossus cossus. Et alors ça va faire un papillon comment? Ça va faire un papillon gris avec l'abdomen rose. La sérénité, comme je vous dis, c'est le calme. Une autre façon de vivre, ouais, franchement. Après 12 km, le périple Allez, on va boire un coup. Ça, c'est se termine en beauté. Très parfumé, franchement. Explorer les arômes d'un terroir et savourer pleinement le paysage.